Bonjour. Monsieur Lalonde, merci de prendre ces quelques minutes. Alors, je voulais juste vous demander en premier, 40 ans après la publication du fameux rapport, la nouvelle perspective sur la santé des Canadiens, quelle est votre opinion sur la santé des Canadiens aujourd'hui? Bien, si vous regardez les statistiques, il y a eu quand même une amélioration sensible depuis 1974, par exemple, quant à la longévité et quant aussi à la qualité de la santé des Canadiens. Il n'y a aucun doute que c'est dû en bonne partie à la qualité des soins médicaux et hospitaliers qui sont offerts aux citoyens. Mais je suis convaincu que la plus grande majorité de l'amélioration est le résultat d'une plus grande prise de conscience par les Canadiens de l'importance de se tenir soi-même en santé et sa propre responsabilité. Donc, l'amélioration de leur style de vie, les gens font plus d'exercice qu'ils en faisaient, surveillent davantage leur alimentation. Il y a je pense, une meilleure éducation du public quant à ces choses, ces questions-là. Et il y a aussi, évidemment, je pense, une amélioration relative de la situation économique des gens. Relativement, ils sont plus à l'aise qu'ils étaient financièrement, disons, il y a 40 ans. Et j'ai démontré que avec l'amélioration du standard de vie au plan économique, ceci, dans tous les pays, a eu un impact sur la qualité de la santé des gens et sur la longévité aussi. Alors, je pense qu'il y a eu amélioration, mais il y a encore de la place pour encore davantage d'amélioration. Et alors, si vous étiez à nouveau ministre de la Santé, comme vous avez pu l'être, ou même ministre des Finances, que feriez-vous? Quelles seraient, si vous aviez peut-être 2 ou 3 priorités au jour d'aujourd'hui? Je pense que ma priorité serait sur l'environnement dans son ensemble. On dépense déjà au-delà de, je pense, 10% de notre produit national brut en santé, pour les soins de santé comme tels. Mais si on regarde ce qui a le plus d'influence sur la qualité de la santé des gens, finalement, c'est pas les soins traditionnels, c'est le niveau de vie des gens. Et deuxièmement, la qualité de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Alors, je pense que tout ce qui a à voir avec avoir un environnement sain dans les grandes villes, avoir accès à vivre dans des milieux où il n'y a pas de pollution, ou moins de pollution, sont des facteurs majeurs qui affectent tout le monde et qui ont un impact sur la santé. Si on veut améliorer la santé des Canadiens, je pense que ce n'est pas nécessairement en allouant une plus grande proportion de notre produit intérieur brut aux soins de santé traditionnels. Je pense que j'espère qu'on va pouvoir se maintenir à peu près au pourcentage qu'on a. Il ne s'agit pas de diminuer. Et comme l'économie augmente année après année, les soins, les montants alloués vont augmenter. Mais de penser qu'on va automatiquement régler le problème ou améliorer la situation en augmentant les sommes dépensées dans les soins traditionnels, je ne pense pas que ce soit la solution. Et qu'est-ce qu'il y aurait comme mesure concrète, phare? Par exemple, en ce moment, on parle des garderies à l'échelle nationale ou des choses si pas, parce que vous êtes ministre de la Santé et du bien-être. Ce sont des facteurs qui contribuent encore une fois, à
favoriser chez les jeunes, très jeunes enfants, l'éducation à des pratiques saines, parce qu'ils sont obligés de vivre ensemble dans des écoles ou des garderies, et très vite leur apprendre des règles élémentaires de la vie en société, souvent parfois qu'ils n'auront pas nécessairement dans la famille, soit parce que c'est un enfant unique ou bien la famille n'est pas en mesure de fournir les services auxquels l'enfant aurait droit à cause de la pauvreté relative de la famille. Mais est-ce que ça devrait être une initiative fédérale? Oh non, non, écoutez, le fédéral a des pouvoirs très limités dans le secteur. Alors finalement, c'est contribuer financièrement, donner un incitatif aux provinces. Non, mais je pense que d'ailleurs, il ne faut pas que on vit dans un système fédéral au Canada et il ne faut pas avoir la réaction instinctive que parce qu'il y a un problème, le fédéral doit s'en occuper. Il y a des responsabilités provinciales qui sont allouées aux provinces en vertu de notre Constitution et la pression à ce moment-là doit se faire sur les provinces. Que le fédéral mettre des fonds additionnels à la disposition des provinces pour ces services-là. Si on a les moyens, pourquoi pas. Mais finalement, la décision doit venir des autorités qui ont la responsabilité. Dans ce cas-là, les autorités provinciales. On a démontré au Québec, par exemple, qu'on pouvait très bien avoir un système de garderie accessible à tout le monde, à un prix raisonnable, sans nécessairement attendre que le fédéral y mette des fonds. Alors, et il y a des initiatives que les provinces peuvent et doivent faire. Il y a un leadership intellectuel et parfois financier que le gouvernement fédéral peut fournir, mais encore une fois, ce n'est pas... on ne doit pas avoir la réponse automatique. Mon Dieu, gardons ça, il y a un problème. Il faut absolument que le fédéral fasse quelque chose. Ça peut être très bien fait par la province. Et maintenant, pour regarder un petit peu en arrière, que feriez-vous différemment si vous publiez aujourd'hui votre fameux rapport avec les quatre chambres? Bien, je pense que l'approche de base au général demeure valide, dans ce sens qu'il y a 4 composantes fondamentales à une politique de la santé, et qui, première, est la biologie humaine, c'est-à-dire là tout ce qui a à voir avec la recherche, l'amélioration des nouvelles découvertes quant aux maladies, et quant au traitement à apporter, ainsi de suite. Deuxièmement, l'environnement dans son ensemble, c'est-à-dire l'environnement physique, et l'environnement social et économique, c'est-à-dire les conditions de vie économiques des gens et sociales. Et troisièmement, le style de vie que nous avons comme citoyens, comme individus. Et quatrièmement, les soins généraux de santé. Et aujourd'hui, évidemment, avec le vieillissement de la population, on voit que les soins pour les personnes âgées prennent de plus en plus d'importance. Mais si ce que je ferais différemment, ou le document aurait probablement mis en premier lieu, au lieu de la biologie humaine, probablement mis l'environnement aujourd'hui, parce qu'on a encore pris conscience plus fortement de l'importance des conditions économiques et sociales des gens, ainsi que de l'environnement en général, l'environnement physique, toutes les matières ayant à voir avec la pollution, les changements climatiques et toutes ces questions qui font l'objet de débats dans nos sociétés à l'heure actuelle. On se rend compte que pour l'avenir, ce sont des questions qui ont une grande importance pour l'amélioration de la santé des citoyens. Et pour parler du contexte et comment on peut adopter des politiques publiques plus saines qui favorisent la santé, qu'est-ce qui a fait en 1974, dans le contexte contemporain à l'époque, que vous ayez la possibilité de présenter ce type de rapport-là et de le faire? Bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y avait
déjà à cette époque une inquiétude devant la croissance des coûts de santé traditionnels et les moyens limités que des gouvernements avaient sans avoir à augmenter les taxes d'une façon considérable. Déjà, on se préoccupait de la croissance des coûts de santé qui était à l'époque, si je me rappelle bien, autour de 6 ou 7 du produit national brut. Comme je vous dis, aujourd'hui, c'est rendu presque à 11. Donc, en tant que ministre fédéral et un petit groupe de mes fonctionnaires, on s'est mis à réfléchir, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces conditions-là, ces contextes-là, où on voyait déjà qu'il y aurait beaucoup de difficultés à augmenter les sommes dépensées dans le système traditionnel de soins de santé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la santé? Et alors, c'est là qu'on s'est mis comme je vous dis, à réfléchir et à analyser les facteurs qui influencent sur la santé des gens. Et on n'a pas inventé la roue. Avant nous, il y a bien des gens qui avaient écrit sur le sujet, mais on a dit que on était le premier gouvernement au monde à présenter une politique axée sur autre chose que simplement fournir des soins de santé traditionnels. Et qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé au Canada et pas ailleurs? Qu'est-ce qu'il y avait comme il y avait un gouvernement, nous étions un gouvernement qui était dirigé par un intellectuel il y avait une valorisation de la remise en question de tout. Et rappelez-vous que les années 60 et 70 au Canada, au Québec en particulier, mais au Canada dans son ensemble, et dans l'Occident, les pays de l'Ouest, c'était la période où il y a eu toute une espèce de révolution culturelle qui s'est faite avec tous les mouvements, plusieurs un peu farfelus, on dirait, mais au moins il y avait une remise en question de tout. Et alors, je pense que c'est dans ce contexte général où les gens étaient prêts à se poser des questions nouvelles et à être prêts à accepter que les lieux communs soient contestés et qu'on pouvait peut-être faire mieux avec moins dans certains cas. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui a fait que vous ayez pu être le catalyseur de cette chose-là dans votre parcours personnel? J'étais, disons, idéologiquement ou politiquement du centre-gauche, si on regarde l'éventail politique canadien. J'ai été très jeune impliqué dans les mouvements de jeunesse le concept qu'on avait un devoir de chacun de contribuer à améliorer la société, qu'il était possible d'avoir plus de justice dans la société, qu'il était possible de laisser à la génération suivante une société meilleure que celle dans laquelle on avait vécu, qu'on avait connue. Ça a sûrement été un facteur. Mais j'ai été chanceux en ce sens que j'ai eu un sous-ministre de la Santé à l'époque exceptionnel, qui s'appelait le Dr Leclerc, qui était un ancien doyen de la faculté de médecine de Sherbrooke et vice-doyen à Montréal, puis un excellent médecin lui-même. Et on avait constitué un petit groupe sociologues, statisticiens, économistes. Il était le seul médecin dans le petit groupe, et moi qui étais un simple avocat, qui ont véritablement repensé qui ont développé ce concept et qui en ont fait finalement le document qui s'appelle « Nouvelles perspectives sur la santé des Canadiens » et qui a eu son impact éventuellement. C'est assez amusant, au sens que c'est un document qui a eu un effet boomerang.
Il a été connu surtout à l'étranger d'abord, avant d'être reconnu et donné beaucoup d'importance au Canada. Et tout à coup, de plus en plus de Canadiens travaillant dans le secteur ayant à l'étranger se faisaient parler de ce document que beaucoup d'autres pays ou d'un organisme comme l'Organisation mondiale de la santé disaient vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel qui est très important comme document. Alors, il revenait au Canada en disant bon ben alors peut-être que il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et ça a fait boule de neige et depuis évidemment il y a eu beaucoup de travaux universitaires et de travaux au plan politique aussi, les gouvernements qui ont poursuivi la tâche et qui ont perfectionné, rendu les analyses encore beaucoup plus sophistiquées. Et puis, je pense que le concept général, le concept global est accepté par tous les gouvernements aujourd'hui. Et il s'agit de l'adapter aux circonstances actuelles. Ce que nous avons fourni, ce sont des paramètres d'analyse et des critères, mais c'est évident que la société change, les problèmes changent, et il faut constamment être en état d'être prêt à reviser les conditions existantes pour voir si les paramètres en cause ne justifient pas des ajustements et souvent des nouvelles initiatives. Et la situation actuelle, une chose que vous avez mentionnée dans votre allocution hier, c'est comment votre portefeuille à l'époque de ministre, c'était de la santé et du bien-être, et que de nos jours on a séparé cela. Alors est-ce que vous avez été ministre de Pierre Trudeau, et puis là on va peut-être avoir un jeune Trudeau maintenant qui va être candidat, enfin qui est leader du parti. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner, notamment dans le domaine de la santé et du bien-être social? Bien. Je ne sais pas si c'est possible ou même essentiel de recréer ce ministère, de ramener la dimension bien-être à l'intérieur du même ministère. Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que lorsqu'on parle de la santé, on continue d'être très conscient qu'il y a une dimension qui dépasse de loin la conception traditionnelle du ministère de la Santé et que, dans le fond, ça implique tous les ministères. Si vous voulez avoir une espèce de conception impériale en tant que ministre de la Santé, il faudrait qu'il soit ministre de l'Environnement, ministre du Développement économique, ministre des Finances. C'est une dictature. Personne ne voudrait souhaiter ça. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on se rende compte qu'en poursuivant une politique dynamique en matière de santé, ceci implique des mesures qui impliquent beaucoup d'autres ministères que le ministère de la Santé. Et c'est la responsabilité du premier ministre, mais du ministre de la Santé, de voir à ce que ses collègues soient bien conscients des implications des mesures qu'ils mettent en œuvre en rapport avec la santé. Et ça, c'est comme on dit en anglais, it's work in progress, et c'est du travail consistant et permanent de la part du ministre de la Santé qui est exigé. Si sa tâche, surtout du ministre de la Santé fédéral, mais ça s'applique aussi évidemment encore plus au niveau provincial, si le ministre fédéral pense que sa principale fonction, c'est d'envoyer des chèques aux provinces et puis leur laisser faire s'occuper des systèmes de santé traditionnels, mais je pense qu'il manque à sa tâche gravement. Est-ce que vous pensez que les Canadiens sont prêts à entendre ça? Parce qu'on parle beaucoup de rigueur fiscale, d'équilibrer les budgets, etc. Est-ce que dans une Je pense que oui, à plus forte raison. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une approche qui vise à augmenter l'allocation des montants allant au service de santé traditionnel, que ça manque cruge
de plus en plus de la part du budget. C'est rendu à 17% du produit intérieur brut aux États-Unis. On se dit, mais mon Dieu, ça va être quoi, 25% dans 10 ans, quoi? Ça ne peut pas continuer à croître comme ça, continuellement. Alors, une saine politique de santé n'est pas une politique qui dit qu'il faut mettre des milliards et des milliards de dollars de plus. Il faut savoir les utiliser beaucoup plus intelligemment qu'on l'a fait dans le passé. Bien, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci.